Bon, alors, on dirait que le nombre de participants s'est stabilisé. On va pouvoir commencer. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans l'atelier d'échange communauté de pratique du secteur de fabrication qui sera animé par Henri Boudreau que vous avez rencontré ce matin. Quelques petites consignes. On devait faire les échanges de façon verbale avec l'accès au micro et à la caméra. Malheureusement, à cause du nombre, on ne pourra pas. Donc, vous pourrez mettre vos questions, commentaires dans le chat et Henri et moi, on va suivre ça du mieux qu'on va pouvoir pour vous donner la parole ou pour répondre aux questions. La discussion va se faire à partir de questions-réflexions qui a été amenées un peu ce matin. Henri va vous les reformuler. L'atelier sera enregistré, donc il y a des choses que vous allez pouvoir retourner voir. C'est peut-être juste une petite directive particulière. À la fin de l'atelier, si vous voulez participer à l'atelier de le mot de fermeture, il faut se reconnecter avec le lien qu'on a eu ce matin, l'activité de bienvenue. Alors, je te laisse la parole, Henri. Oui, merci. Donc, comme vient d'expliquer René, il va falloir faire avec la situation. J'ai monsieur Lachance qui me souhaite bonne chance, donc c'est un beau lien. Il faut que vous compreniez que ce type d'atelier, qu'on aurait voulu peut-être un peu plus interactif avec le son, mais il faut faire avec, a pour but d'échanger. Je vais vous poser un certain nombre de thématiques et l'objectif de cet atelier, c'est éventuellement, avec le temps, de créer un genre de communauté de pratique. Là, on est directement associé à le thème de notre atelier aujourd'hui, c'est en lien avec les secteurs de fabrication. Donc, vous êtes tous de cette même catégorie. Ce matin, j'ai posé un certain nombre de questionnements. Je vais vous ramener certaines questions qui sont plus regroupées et René va s'occuper de recueillir les questionnements et les commentaires. N'allez pas croire que je suis là pour répondre à toutes vos questions, mais c'est d'essayer de voir à partir de vos façons de faire, parce que c'est une communauté de pratique. Donc, je pourrais vous donner des suggestions de choses que je fais présentement dans des formations que je donne à distance et à l'aide du numérique. Mais ce que l'on veut surtout, c'est, malheureusement, on aurait aimé vous entendre, mais on va vous lire pour échanger. Parce que, comme je vous ai dit dans ma présentation de ce matin, il y a des choses géniales qui se font présentement. Il ne faut pas tous regarder ça comme étant une situation pénible et ardue. J'ai vu des professeurs, j'ai entendu des professeurs me dire des pratiques qu'ils mettaient en place de façon spontanée et même, je dirais, naïve, mais qui finalement sont géniales. Donc, c'est un peu ça qu'on veut échanger aujourd'hui. C'est pas moi le génie, c'est vous. Je vais essayer de faire ressortir chez vous ce que vous avez fait, parce que là, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien fait. Vous avez fait des choses depuis le début de l'année. Vous allez continuer à en faire. Vous avez des idées. Donc, c'est un peu ça vers quoi on va s'orienter. Donc, je vais débuter par le premier questionnement que je vous propose, euh, qui est c'est toujours la même question. C'est comment avez-vous fait ou comment feriez-vous pour? Là, je regroupé dans une catégorie, c'est d'adapter votre pédagogie. Donc, comment vous avez adapté votre planification? Comment vous avez adapté les méthodes, les modalités, les stratégies, le suivi que vous avez fait auprès de vos étudiants dès le début, ou de vos élèves depuis le début de l'année? Comment vous vous êtes organisé? Y a-t-il des choses qui ont changé? Est-ce que vous êtes senti obligé de modifier des pratiques? Quelles sont les innovations ou les pratiques que vous avez tenté d'essayer? Parfois, ça peut être ça peut avoir été une réussite, mais parfois ça peut être un échec aussi. C'est intéressant de voir les deux côtés parce que ça nous évite de faire la même erreur si c'était le cas, ou encore de mettre en œuvre les pratiques. Je ne suis pas un adepte des bonnes et des mauvaises pratiques. Là. La pratique est toujours en lien avec le contexte où c'est utilisé, selon les possibilités que vous avez à adapter. Donc, voilà, je vous lance la question. Comment avez-vous fait? Hein, on est quand même 78 participants. J'imagine que à travers vous et dans la totalité, si vous vous êtes inscrit à cet atelier, c'est parce que vous aviez des choses à nous raconter. Fait qu'on, on va regarder ce que vous allez nous écrire pour
voir où est-ce que vous en êtes dans la partie pédagogique, donc dans tout le volet de l'adaptation de vos pratiques pédagogiques que vous avez réalisées. Donc, René, est-ce qu'on a des premiers commentaires? Donc, on va regarder. OK. Donc, je vais lire un peu les commentaires qui s'adressent devant nous. Euh, Bon, il y a un des M. Vaillancourt qui nous indique que lui a raccourci le temps de parole en ligne. Donc, comme l'a expliqué ce matin Patrick Charland, c'est une bonne nouvelle pratique. Donc, de s'assurer plutôt d'avoir simplement la même type d'approche en termes de durée de présentation. Là, on a le volet de dire, bon, il vaut peut-être mieux d'avoir plusieurs capsules, plusieurs éléments qu'on traite morceau par morceau moins longtemps mais en plus grand nombre que ce qu'on faisait auparavant. Donc, très bonne suggestion qui vient cohérent avec ce qui s'est dit ce matin. Donc, M. Lamarche, pour contrôler les présences et le niveau de participation en ligne, je me sers de sondages ponctuels à tous les 10 minutes, plus ou moins. C'est intéressant comme idée de faire en sorte que de maintenir une obligation ou une nécessité de participation. Donc, effectivement, j'ai usé de la même approche dans mon cours, c'est que mes étudiants, au départ, doivent aller consulter un ensemble de capsules sur une thématique. Donc, il n'y a pas de présentation Zoom au départ, mais ils ont un sondage à remplir. Donc, à ce moment-là, dans le sondage, j'ai un peu l'idée de la quantité d'étudiants qui ont été consultés les capsules de la thématique et après, ben, on tombe au niveau du Zoom où est-ce qu'on fait des échanges plus directs. Mais l'idée ici est intéressante à retenir d'avoir des interventions séquencées ou à des moments donnés pour aller vérifier le taux de participation. Monsieur Desrosiers qui nous parle de la planification avec plusieurs versions. Donc, effectivement, je pense que c'est assez prudent présentement d'avoir des plans B, des plans C, des plans D en ce qui a trait à la planification pour s'adapter le plus rapidement possible. Euh, donc, si on parle de Mme Fréchette qui nous parle de l'utilisation de Teams, de SharePoint et de Steam. C'est malheureux qu'on ne puisse pas s'échanger en termes de verbal parce qu'on aurait peut-être besoin plus d'explications pour la partie de Steam, S-T-E-A-M, c'est ce que je peux voir. Donc, d'avoir cette information-là, mais c'est bon de la noter pour la tenir en mémoire. Donc, M. Vallée, qui parle d'avoir une médiathèque. Donc, effectivement, ça a été toujours le constat que j'ai fait dans le domaine de la didactique, entre autres choses, qu'on n'avait pas un gros patrimoine de didactique, même si ça fait des années que on enseigne dans le domaine de la fabrication ou peu importe dans quel domaine. Mais là, je pense que la nécessité va être le fait qu'elle nous fait produire du matériel, nous fait produire des vidéos, de nous assurer que l'on conserve tous ces éléments-là dans un ensemble qui s'appelle la médiathèque. Donc, c'est une chose à construire et à échanger éventuellement. Ce qui serait intéressant dans une communauté de pratique, ça serait d'être en mesure de construire ensemble au niveau provincial ce genre de médiathèque-là qui serait très intéressant. Stéphanie Leduc nous parle de ludification, stimulation par jeu compétitif. Intéressant ça également. Donc, tout le volet ludique, qui est un élément important dans le domaine de la didactique aussi pour susciter l'intérêt au départ et au fur et à mesure, on fait une approche plus orientée vers la didactique, où est-ce qu'il y a un objet de formation, on ne cherche pas simplement à susciter l'intérêt, mais d'en arriver à aboutir à un apprentissage comme tel. Mais l'idée de l'aspect compétitif est très intéressant à exploiter également pour que les étudiants s'auto-motivent d'une certaine façon entre eux. Donc, ça, c'est un élément gagnant au niveau de soit la motivation, soit l'apprentissage par les pairs. C'est quelque chose à exploiter. Madame Marchand nous parle des des tutoriels sur comment le cours fonctionne. J'ai un peu de misère à suivre par rapport à ça. Oui, effectivement, là, je comprends le sens. Vous avez entièrement raison. L'idée, c'est de faire en sorte
un peu comme un TV hebdo, si on pourrait dire, quand on prépare notre soirée, on regarde un peu comment ça va fonctionner, comment ça va s'organiser. Même chose avec les jeux, hein. On achète des jeux et on a toujours un mode d'emploi. Je pense que pour motiver et stimuler nos apprenants, c'est un élément qui est très important de leur fournir un peu le mode d'emploi, ce qu'on n'était pas obligé de faire en présence. En présence, on donnait l'information au fur et à mesure, mais pour susciter l'intérêt, et comme disait ce matin Patrick Charland, au niveau de l'engagement, je pense que c'est intéressant de proposer, de présenter aux apprenants comment ça va fonctionner. Un peu, moi, j'ai fait ça dans mon cours où j'ai présenté aux étudiants au départ, ben, voici comment va se dérouler. J'ai un cours de 45 heures, ça correspond à 145 heures de travail au total. Je leur ai indiqué qu'est-ce qui serait asynchrone, qu'est-ce qui serait synchrone, qu'est-ce qu'on ferait en forum, qu'est-ce qu'ils devraient s'engager à réaliser. Donc, il y avait vraiment un genre de TV hebdo de l'organisation du cours. Il y avait même un itinéraire des apprentissages avec une feuille de route de toutes les activités qu'il allait à produire. Monsieur Gignac qui nous parle de Moodle jumelé avec Team. Effectivement, Moodle en soi, c'est une plateforme. Team, c'est un logiciel de communication. Donc, du même ordre que Zoom ou de VIA, même à toute fin pratique. Donc, effectivement, là, vous soulignez un point important, ça prend deux outils. Ça prend une plateforme pour aller déposer le matériel, que ce soit des documents ou que ce soit des vidéos ou à tout le moins l'horaire de travail ou peu importe. Ça nous prend une plateforme. Donc, Moodle étant la plateforme, Team, ça en est une comme un autre en ce qui a trait à la communication. Ici, on va entendre surtout parler de Team et de Zoom. Ailleurs, dans le monde, ils ont d'autres types d'applications, mais c'est deux applications qui se complètent très bien. Regardons maintenant. OK, Monsieur Gariepi qui nous parle d'enregistrement d'une théorie atelier et déposer le lien sur Classroom. Effectivement, c'est un constat que j'ai fait et que je disais depuis de nombreuses années, c'est que c'est payer cher un enseignant si on le paye simplement à transmettre l'information qu'il sait. À cet égard-là, l'enseignant a plutôt un rôle d'accompagnement, plutôt un rôle de soutien, plutôt un rôle d'animateur, de questionneur dans la démarche pédagogique, mais on peut la libérer de la partie de contenu. Et ça, c'est une belle opportunité que l'on a avec la formation à distance, de créer ces fameuses capsules d'information-là qui pourront servir par après et dégager l'enseignant de tout ce volet-là de transmission et plutôt travailler avec les apprenants sur l'appropriation. Hein, on a la capsule, mais comment je vais faire en sorte pour que l'étudiant aille la voir, la capsule, apprenne ce qu'il y a dedans et fasse quelque chose avec. Donc, c'est une belle opportunité. Ici, on le dépose dans le lien sur Classroom, mais ça peut être sur Moodle, peu importe. C'est la plateforme qui a été choisie. Si on prend, bon, je seconde Moodle et Teams, ça va. Stéphanie qui appuie la proposition. Éric Lachance, pour le moment, nous n'avons pas trop de travaux à distance au centre où je travaille. Il y a encore des chanceux qui peuvent encore enseigner de façon traditionnelle. C'est super intéressant. J'ai eu une rencontre dernièrement avec des gens d'une autre commission scolaire qui n'ont pas eu cette chance-là, que les étudiants étaient à distance, mais les professeurs sont en présence au centre de formation. Quand je vous disais qu'il y en a qui ont essayé des idées, mais qui se sont retrouvées géniales à tout fin pratique, il s'est posé la question, cet enseignant-là, comment faire de la pratique à distance aux étudiants qui ne sont pas dans l'atelier? Finalement, lui, ce qu'il a imaginé, c'est qu'il dit, je vais être les mains de mes étudiants, c'était en mécanique auto, et là, les étudiants sont à distance et il leur demandait tout simplement, je suis devant le moteur, je suis devant le véhicule, je suis vos mains, dites-moi quoi faire. Et là, en même temps, l'enseignant qui faisait ce que les étudiants lui demandaient, il pouvait y insérer des commentaires, etc. Donc, c'est un beau moyen palliatif qui a pu être utilisé de façon spontanée et qui était très intéressant. Si on arrivait si on avait les moyens des nouvelles technologies, on pourrait avoir l'imagerie virtuelle en termes de 3D avec les lunettes 3D, qui pourrait être un autre volet, mais il faudrait quelques investissements importants à faire pour en arriver là dans un délai relativement court. M. Vachon nous parle de beaucoup plus d'échanges avec les élèves sur Teams ou Messenger. On s'adapte pour l'enseignement à distance, mais pas facile en charpenterie. Beaucoup de travail encore avant la coupe aux lèvres. Vous avez absolument raison. Puis il y a des choses qui ne se font pas non plus à distance. Il ne faut pas non plus penser que tout est dans tout. C'est-à-dire qu'il y a partie du travail manuel. Vous l'illustrez très bien dans le domaine de la charpenterie.
On commence pas à construire la maison dans la maison de l'apprenant, hein, c'est un pratique là-dessus. Mais de l'autre côté, toute la partie qui était relativement pas facile en présentiel, qui était la classe, le laboratoire éventuellement, tout ça pourra être, peut facilement être mis à distance. Et je conviens avec vous que quand on soit dans le domaine de la charpenterie, dans l'usinage, les étudiants ne sont pas équipés chez eux pour faire de l'usinage éventuellement. Donc, il y a des éléments qui devront se faire en présence, mais il faudra trouver d'autres façons de l'appliquer. Mais on convient tous que tout ne peut pas se faire à distance. Donc, ça prend une présence et parfois, il y a des équipements que personne ne peut autrement qu'à l'école qu'on peut se procurer et qu'il faut de l'assistance aussi pour être capable de les utiliser. Donc, il ne faut pas essayer que c'est un mur à mur à distance. Il y aura toujours du présentiel qui sera là. C'est la même chose dans l'enseignement. Au niveau du baccalauréat en enseignement, c'est bien beau la formation à distance, mais c'est un métier relationnel. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une relation entre des personnes. Tout ne peut pas se faire à distance à cet égard-là. Donc, il ne faut pas essayer de tout mettre à distance, mais de mettre le maximum et de réaménager le cas échéant, le parcours, le cheminement académique des étudiants. Donc, ici, Mme Frenette qui nous reparle de Stream. OK, OK. Francis Pouliot, Module plus Team, tout comme Patrick Gignac, excellent. Utilisation de la médiathèque et Moodle, parfait pour Lucie Fogg. Diane Marchand nous parle d'utiliser Moodle avec dépôt de devoirs, tests, dépôt de vidéos, dépôt de fichiers. Donc, effectivement, tout le volet de l'espace dépôt, l'espace devoir pour faire les corrections. Là, encore une fois, on utilise Moodle pour le dépôt autant des devoirs des tests que le dépôt des documents de référence que vous allez produire pour que les étudiants puissent consulter. Donc, Réal Piché nous parle au niveau de la planification. Tous nos élèves et nos enseignants ont reçu une formation sur Teams. Par la suite, les enseignants ont été à préparer une formation Team d'une vingtaine de minutes d'expérimentation. C'est réalisé avec les élèves en classe. Vous voyez, ça, c'est très intéressant pour ceux surtout qui présentement sont en présence et que la probabilité que dans une année relativement proche, que la distance se fasse, l'idée de se pratiquer, hein, j'ai vu ça à un moment donné, c'est que avant que ça arrive, c'est que les enseignants se sont habilités à être capables d'être dans la classe à côté. La formation à distance, parfois, ce n'est pas toujours à 200 km ou à 20 km ou à 2 km. Des fois, ça peut être à 10 pieds aussi, d'une certaine façon. Mais de se pratiquer, d'être dans une salle à côté, de monter la formation et de voir in situ, en réalité réelle, si on peut dire, d'avoir les commentaires et les appréciations des étudiants. Donc, je trouve ça très intéressant. Et également, ce que je me suis aperçu, c'est que les outils de communication, oui, ça prend de la formation. Il faut prendre le temps, non seulement de faire de la formation, mais du temps d'utilisation et d'exploitation pour développer un niveau d'habileté et d'autonomie. Pour l'avoir vécu à la dure, d'une certaine façon, c'est que quand on se retrouve en même temps à apprendre comment le logiciel fonctionne et à donner une formation, la soirée est longue ou la journée peut être longue à cet égard-là. Et également, ça prend du soutien technique. Donc, un professeur ne peut pas régler tous les problèmes techniques. Il y a trop d'éléments en jeu à cet égard-là. Et même nous, on s'en rend compte au niveau universitaire quand on donne des formations avec des échanges sur des forums ou autres en vidéo comme Zoom. Ça nous prend toujours un autre étudiant avec nous qui va s'occuper justement du déroulement des questions et d'être capable d'intervenir s'il y a des interactions qui se font, surtout quand on fait des interactions synchrones. Pendant qu'on est en train de répondre, on n'est pas en train de lire les commentaires. Donc, il y a des éléments là à considérer importants. Mais au-delà de l'utilisation des outils d'échange, il y a aussi, ce n'est pas tout le monde qui a la même habileté à l'utilisation du numérique pour produire des capsules, par exemple. Donc, il faut aller chercher de l'aide à ce niveau-là ou la demander, mais c'est quelque chose qui va être indispensable. C'est indispensable pour être capable de produire des éléments de qualité. Madame, Monsieur Desrosiers qui nous parle, j'ai utilisé Team en vidéo avec un élève qui était chez lui en attente du test de COVID et en classe avec les autres. Donc, effectivement, Team est un bon outil, surtout quand on peut l'utiliser avec toute la suite Microsoft. C'est-à-dire que si vous l'utilisez avec OneNote, si vous l'utilisez avec Word et que vous pouvez faire du travail collaboratif, c'est-à-dire qu'on pourrait même, avec Word et la suite Office, faire en sorte que plusieurs étudiants travaillent ensemble sur le même document et on voit en temps réel comment ça se passe. Un peu comme ce matin avec M. Charland qui vous faisait remplir avec
Microsoft Form, un questionnaire, et qui en temps réel, vous aviez les résultats qui se présentaient à vous. Donc, c'est des outils intégrateurs. Ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est d'avoir une panoplie diversifiée d'outils qui ont tous des concepteurs différents. Parce que là, ça commence à être difficile à un moment donné de s'habiliter à l'un et l'autre. Donc, il faut essayer de choisir des plateformes qui s'interconnectent, que ce soit Google ou que ce soit dans le domaine de Microsoft ou autre, d'avoir des outils qui nous permettent une interrelation des documents les uns avec les autres. Luc Lamarche qui nous parle de je tente d'implanter la classe inversée en demandant aux élèves de trouver sur Internet en leur proposant des liens pour découvrir des méthodes de travail et se préparer aux activités en atelier. Ça, c'est génial, ce genre de choses-là, parce que, vous voyez, c'est des choses on se sentait un peu coupable comme enseignant quand on fait ça en classe avec les étudiants, et même les étudiants se posent la question s'ils ne sont pas en train de faire notre travail. Mais cette idée-là de rendre les étudiants partenaires dans cette démarche-là, en plus, ça leur permet de développer leurs compétences, les compétences du 21e siècle, les compétences générales, donc tout le volet communication, recherche, le volet échange, collaboration. C'est là-dedans qu'il faut aller. Et en même temps, vous, avec la surcharge de travail que ça vous donne, bien, vous avez un gain de temps qui vous est donné là, où les étudiants sont collaborateurs et règle générale, ils sont enclins à vouloir être très collaborateurs à ce niveau-là. Et ce matin, j'en parlais quand on un peu de déléguer le pilotage des situations d'apprentissage aux apprenants, c'est un gain. Et quand je parlais ce matin que des bonnes choses qui vont se faire par cette situation-là, qu'on devra conserver dans le futur, si les choses reviennent à la normale, à la pseudo-normale, il y aura toujours cet élément-là qu'il faudrait conserver au niveau de l'enseignement. C'est pas toujours à l'enseignant de tout faire, à toute fin pratique là-dessus. Donc, M. Lamarche avait une très bonne proposition à cet égard-là, de se servir, de faire en sorte que les apprenants deviennent un peu les acteurs, non seulement de leurs apprentissages, mais du dispositif d'apprentissage également. Et ça nous en apprend beaucoup en termes d'enseignants aussi. Je le fais moi, avec mes étudiants, où est-ce qu'ils sont collaborateurs là-dedans. Et c'est toujours surprenant de voir comment ça peut être aidant dans les stratégies qu'on met en place. Euh, Madame Leboeuf, rencontre individuelle sur Team pour discuter du programme de l'apprenant, du progrès des apprenants et fournir de la rétroaction sur le développement de la compétence. Ça aussi, c'est un élément qui est important, je l'ai souligné ce matin, l'accompagnement, le soutien. Pas toujours en grand groupe, mais individuel. Moi, je le fais avec des forums où là, il peut y avoir des échanges entre les étudiants, le professeur et les étudiants entre eux, ou moi directement avec un étudiant. Mais le fait de la vidéo, d'avoir une présence, un peu comme, encore une fois, disait M. Charland ce matin, pas juste avoir la voix ou avoir l'écrit, mais avoir le personnage aussi. Donc, c'est un moindre mal dans la situation. Il n'y a pas de relation directe humaine, mais à tout le moins, il y a une présence d'un individu en temps réel. Et ça, c'est des éléments à laquelle on n'accrochait pas il y a un certain temps, mais qu'on trouve présentement d'une nécessité pratiquement vitale. On cherche à voir des gens, on cherche pas juste à les voir, on les voit beaucoup sur Zoom et autres. On cherche à rentrer en contact avec d'autres personnes. On voit que la nature humaine n'est pas faite pour être isolée. Donc, il faut penser à ça au niveau des étudiants également. Donc, une très belle utilisation du team pour l'accompagnement individuel et les rétroactions. Rémi Ladry qui nous parle, je suis en train d'apprendre Team et Moodle et m'attends de m'en servir bientôt. Puis également, comme je disais aussi ce matin, on fait des apprentissages qui ne serviront pas seulement à la situation actuelle de la pandémie, mais qu'on aura avantage, ça va être des outils de plus dans notre boîte à outils pour l'avenir. Donc, Stéphane Leduc il nous dit pour l'aspect planification, il ne faut pas avoir peur de repenser nos pratiques. Personnellement, j'ai réussi à établir un lien entre les activités, type de ressources modèles, le SAM, la compétence numérique, les formes et les potentiels d'intégration, ainsi que la taxonomie de Bloom. Effectivement, dans le dernier slide que j'utilisais ce matin, il faut repenser la cohérence entre l'objectif que l'on a, les moyens qu'on utilise, les instruments que l'on a. C'est un beau moment pour remettre de l'ordre un peu là-dedans et de développer nos compétences par rapport à ça. Tout à l'heure, quelqu'un soulignait les classes inversées. Ça m'a toujours fait sourire, cette appellation-là, parce que je trouve que le concept de classe inversée, c'est la classe dans le bon sens.
C'est-à-dire que le modèle qu'on avait précédemment, que le professeur est en avant et qui lui transmet l'information à un groupe de personnes ignorantes de son contenu, c'était bon au Moyen Âge, c'était bon à une certaine époque, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent faire partie du processus. Donc, le concept de classe inversée, je le vois beaucoup plus dans le sens du classe dans le bon sens. Avant, c'était inversé. Aujourd'hui, on est dans le bon sens lorsqu'on inverse cette anomalie-là, si on peut dire, d'une certaine époque. Euh, En ce qui a trait à Mme Boisvert, technopédagogie va augmenter le niveau intellectuel des activités. Le tout passe par Google Classroom pour que tout soit classé au même endroit. Donc, effectivement, tout le volet de la technopédagogie nous oblige d'une certaine façon à avoir plus d'organisation et de planification, sinon on va s'y perdre. Et si nous, on n'est pas organisé, comment voulez-vous que l'apprenant puisse manifester de l'autonomie, d'organisation, de la planification, etc. Donc, ça va de pair à cet égard-là. Voilà, ici, mon groupe a été confiné dû au COVID. Nous étions en cours présentiel manuel. Nous avons arrêté ce module pour faire un module théorique en ligne avec Team et Moodle. Les élèves n'ont pas perdu de temps à leur formation grâce au numérique. Excellent. Puis probablement que ce que vous avez développé par cette modalité-là, c'est quand je parlais au tout début de notre séance, de faire en sorte que on puisse avoir une genre de communauté de pratique pour échanger les contenus. Imaginez toute la quantité de contenus qui vont se produire au niveau provincial en ce qui a trait dans tous les programmes qui existent en formation professionnelle, tout le matériel qui va se produire là. Je pense que c'est le beau moment. Quand on parlait de médiathèques tout à l'heure, on a des médiathèques qui sont locales ou régionales. On va réfléchir à des médiathèques provinciales pour éviter que chaque enseignant soit obligé de refaire la roue à chaque fois. Donc, pour l'instant, on se débrouille avec ce que l'on a, mais il faudra faire une plus avec cette situation-là. Puis je pense que ça, c'est une belle conséquence de la situation où on va être en mesure d'être capable de collecter un genre de patrimoine des pratiques professionnelles et des pratiques d'enseignement. C'est quelque chose que j'ai toujours souligné, que je trouvais triste après toutes les années où la formation professionnelle a œuvré depuis les années 60, où est-ce qu'on retrouve nulle part ce genre de regroupement-là, d'archives, de pratiques, de contenu. Donc, c'est quelque chose à concevoir et à construire. Et je pense que là, on a un beau moment pour ça. Stéphane Burke qui présentiel avec partage de documents, devoirs, vidéos sur Teams, SharePoint, rester en contact avec mes élèves qui sont en attente de résultats de COVID. Donc, utiliser de formes pour mes évaluations formatives ou les contrôler via Teams. Effectivement, c'est-à-dire que je pense qu'il faut s'assurer d'avoir un lien constant, régulier. Ça ne veut pas dire de tous les moments, de tous les instants, mais d'avoir une régularité. Je donnais en image tout à l'heure le TV Hebdo, mais de ne pas toujours être en présence synchrone, mais d'être capable de présenter aux étudiants à quel moment qu'on est disponible et pour quelles raisons on l'est et qu'est-ce qu'ils ont à faire et comment ils s'organisent et comment vous vous organisez en conséquence. Donc, ce genre de constance et de régularité-là, on n'avait pas à se préoccuper lorsqu'on était en présentiel parce que les gens étaient à l'école et on était au travail. Là, maintenant, il faut installer un peu ce genre de routine de présence-là. Présence qui parfois peuvent être asynchrone, peuvent être synchrone. Donc, ce matin, les gens posaient la question sur la différence entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que le synchrone, c'est vraiment la partie où on est en même temps avec les étudiants. Ça peut être en vidéo, ça peut être en écrit, ça peut être en forum. Et la synchrone, ben là, on est à distance. C'est sûr que quand on n'a pas d'autres ressources, le synchrone est obligatoire parce qu'il n'y a pas d'autre façon de présenter nos contenus que verbalement ou visuellement à nos étudiants en temps réel. Mais avec le temps, je pense que lorsque vous faites des présentations dans Zoom ou dans Teams, il est important de faire de la captation pour être capable d'utiliser ce matériel-là, vidéo et audio, pour que la fois suivante, vous pouvez vous consacrer à un autre contenu pendant que ce contenu-là, avec un simple montage, peut être utilisable de façon asynchrone. Parce que d'être constamment synchrone, je l'ai souligné ce matin, ça demande énormément de temps de travail pour être capable d'instrumenter les étudiants à tous les niveaux. Je vous ai dit que
Ce matin, le temps que j'avais mis en place, même à l'université, quand j'en parlais avec mes collègues, ils trouvaient que j'exagérais. Mais pour chacun de mes cours de 3 heures que je donnais par semaine, c'était ma fin de semaine au complet pour refaire. J'avais déjà une cinquantaine de vidéos qui existaient, mais je les ai tous mis dans le modèle, un peu comme M. Charland parlait ce matin, où les vidéos ne dépassent pas 10 minutes. C'est entre 4 et 10 minutes. Donc, ça a demandé toute une reconstruction. Présentement, j'ai plus d'une centaine de vidéos qui traitent de sujets différents. Donc, un concept, un thème, une vidéo. Et là, c'est comme ça que j'ai construit mes, mon matériel. Mais en partant de la partie synchrone où j'ai enregistré, après ça, j'ai fait un simple montage. Et après ça, ben là, j'ai été en mesure d'avoir une banque qui m'a permis de me libérer pour faire autre chose et d'autres matériels didactiques. On continue avec Luc Lamarche. La classe inversée, l'enseignement passe au côte à côte. Extraordinaire à côte. Extraordinaire. C'est ce que vous dites là, effectivement, j'ai toujours dit, moi, que être un guide dans une classe, c'est d'être en avant. Hein? C'est-à-dire que être un accompagnateur, donc, c'est d'être à côté. Être à côté, c'est d'accompagner la personne, mais on ne peut pas aller plus loin que ce qu'elle peut aller. Ce qu'elle veut aller, mais encore faut-il qu'elle sache où elle doit aller. Et c'est là qu'on parlait de la planification et de l'organisation. Moi, je l'ai mis sous une forme de feuille de route. C'est sûr que mes étudiants ont sursauté au début quand ils ont vu qu'il y avait 15 travaux à faire en 45 heures. Mais les travaux étaient faits en conséquence. C'était une progression qu'il y avait à faire. Mais à chaque séance, il y avait un livrable. À chaque séance, il y avait une nouvelle interrogation. À chaque séance, il y avait une quête nouvelle. Et la suivante, on passait à un autre. Et on cheminait de cette façon-là. Présentement, ils sont rendus à la 10e et c'est devenu une routine. On s'est aperçu qu'il n'est pas important d'installer des routines parce que l'anxiété qui est développée, je le soulignais dans ma présentation ce matin, une des problématiques des étudiants, c'est l'anxiété par rapport à une situation totalement nouvelle. D'où il est important que s'il y a du synchrone, c'est toujours au même moment, voici comment ça va se passer, de sécuriser l'apprenant par rapport à toute la démarche qui doit être faite. Donc, OK, tout le monde est d'accord avec la classe inversée d'être côte à côte. Tout le monde, M. Lachance, qui parle de tout le monde, doit mettre la main à la pâte, autant les CFP que les enseignants, car je me rends compte que plusieurs centres de services scolaires ne sont pas à jour. Et effectivement, ça prend des ressources. Au départ, lors de l'avènement du confinement, on s'est attardé simplement au fait que ça prenait des instruments pour rentrer en communication avec les étudiants. Donc, ça prenait la Zoom, ça prenait Teams, ça prenait des plateformes pour qu'on puisse échanger de l'information, etc. Une fois que ça s'est fait, c'est tout le contenu, le défi, surtout quand on engage les enseignants de la formation professionnelle à devenir des enseignants, c'est parce qu'il y a une partie, c'est ça qui distingue la formation professionnelle de la formation générale. Un professeur en formation générale n'a pas à se préoccuper du contenu. Il est déjà décidé par des savants, ou est-ce que le théorème de Pythagore, ou bien l'histoire, ou peu importe, a déjà été prédéfini. Tandis que nous, en formation professionnelle, les enseignants sont porteurs d'une partie du contenu. Les programmes ne présentent que le quoi et le pourquoi, mais pas le comment. Fait que le professeur, vous avez un double défi à être en mesure de faire en sorte d'expliquer le comment qui n'est pas écrit nulle part. Et tout le volet de ce qu'on appelle les apprentissages implicites, hein, ceux qui apprennent en faisant. Donc, on ne peut pas apprendre autrement à cet égard-là. Donc, c'est tout le défi que l'on a en enseignement professionnel où là, vous avez besoin d'aide. Et c'est une problématique que j'ai même amenée au niveau universitaire et les gens ils s'aperçoivent présentement que tout n'est pas une question de Team ou de Zoom ou bien de Moodle. C'est qu'une fois que tu as les outils, on fait quoi avec? Moi, je viens de l'ébénisterie. C'est pas parce qu'on va chez Canadian Tire qu'on achète un ensemble d'outils, ça nous donne l'habilité à s'en servir et de faire quelque chose avec. Donc, c'est la même chose dans ce cas-ci. C'est que tout le contenu, le savoir en soi, doit être explicité pour que les autres puissent l'approprier. Quand on était en classe, ça se faisait de façon implicite. Mais là, à distance, là, à ce moment-là, c'est nettement plus complexe à réaliser. Et à cet égard-là, moi, au niveau universitaire, je cherchais plus des pédagogues techno que des technopédagogues. Parce que je ne voulais pas me faire vendre l'équipement. Ce que je voulais, c'est, moi, je suis pédagogue, ça me prend quelqu'un qui va transposer dans le domaine technologique ce que moi, comme pédagogue, je mets comme stratégie à cet égard-là. Et ça, c'est le défi des mois et des années à venir, d'être capable de faire cette explicitation-là de choses qui ne s'écrivent pas, de choses qui doivent se vivre à toute fin pratique pour se l'approprier. Donc là, dans les commentaires, on est rendu au bout des commentaires. OK.
Donc, il y a M. Mercier qui dit, oui, les outils, bien, il faut repenser notre pédagogie et se remettre en question dans notre enseignement. Effectivement, il ne faut pas essayer de reproduire à l'identique ce que l'on faisait avant. C'est un peu comme lors de l'avènement de la télévision. Si on avait simplement reproduit les émissions de radio et de la télévision, ça n'aurait pas été un grand succès. Donc, mais il faut transformer un nouveau médium, une nouvelle façon d'organiser, une nouvelle façon de présenter à toute fin pratique. Donc, effectivement, c'est un énorme défi. Ben, Éric Lachance qui nous souligne cet élément-là, il est, on ne peut pas dire que c'est exagérément gros comme défi, mais il est nettement plus gros que ce qu'on est en mesure de relever présentement. Mais c'est pour ça que je vous disais que ce matin, que ce qu'on est en train de relever comme défi présentement, c'est des choses qui vont rester après, qu'il ne faut pas tout jeter par-dessus bord lorsque la situation, on aura l'impression que la situation revient à la normale. La situation ne reviendra jamais comme avant. Donc, on serait un peu irresponsable de ne pas tirer profit de la situation dans laquelle on se trouve présentement. Donc, là, je vous avais donné cet questionnement par rapport à l'adaptation de votre pédagogie. Je vous amènerai à une autre question, euh, le pilotage. Hein, le pilotage des séances de formation. Beaucoup d'enseignants que j'ai rencontrés me disaient, le problème majeur que j'ai, c'est que les étudiants soient présents. Donc, comment je fais pour qu'ils soient présents? Et comment ça se passe? Comment vous vivez ça dans vos milieux quand vous utilisez Teams, par exemple? Comme moi, l'expérience, la première fois que j'ai utilisé avec l'un de mes groupes étudiants à l'université, j'ai eu un choc. Premièrement, j'avais le choc d'utiliser une nouvelle plateforme, d'une part, un nouvel outil, mais j'avais 55 étudiants et je n'avais que 4 étudiants qui avaient activé leur caméra. Et une des 4 étudiants qui avaient activé leur caméra, elle était couchée sur son lit. Donc, là, on voit qu'il y a des conditions. Hein, c'est-à-dire que comment on fait pour piloter ou répondre à votre collègue qui me posait la question, comment je fais pour qu'il soit présent au moment que je demande qu'il soit présent? On n'est plus en contrôle directement sur ce qui se passe. Donc, on n'a plus d'organisation institutionnelle qui oblige les étudiants à être présents en classe. Là, on est obligé de trouver des moyens pour s'assurer de la présence, également s'assurer que l'apprenant se met dans des conditions qui vont faire en sorte que les choses puissent se passer correctement. Donc, le danger présentement, c'est que les étudiants ferment leur caméra et sont en train de faire leur vaisselle ou sont en train de faire autre chose pendant qu'on fait une formation asynchrone. Heureusement, avec le temps, soit qu'ils ont trouvé le cours plus intéressant au fur et à mesure, rendu à la fin, c'est-à-dire dans mes dernières séances que j'ai eues, 95 des étudiants avaient allumé leur caméra. Donc, j'entends un peu vos commentaires là-dedans en ce qui a trait. Là, dans la première partie, on a parlé surtout de la partie de l'organisation pédagogique, mais ce fameux pilotage-là des séances de formation, comment voyez-vous ça? Donc, Annie Les Tourneaux qui nous dit chez nous, des enseignants ont défini un code de conduite. L'élève doit être habilité, pas habillé, c'est-à-dire pas de pyjama, arriver à l'heure, ne pas avoir plus qu'une bouteille d'eau comme nourriture, etc. Ça, c'est très intéressant. Moi, ce que j'ai produit également, ce que j'ai vu à quelques reprises, c'est un document que j'ai appelé le Netiquette. Quelle est l'étiquette que l'on que l'on peut utiliser, que l'on doit respecter lors de séances de formation, qu'elles soient synchrones en vidéo? Il faut être capable de le définir parce que les gens ne sont pas habitués à ça, à cet égard-là. Donc, il faut leur fournir comment on fait pour poser des questions. Comment on fait par une attitude de respect, par exemple. Parce que moi, je trouve que le fait d'allumer sa caméra, ce n'est pas de s'introduire dans la maison des autres, mais également, c'est une question de respect. C'est un peu lorsqu'on est en présence, je parle à quelqu'un, j'aimerais ça qu'il me regarde. Donc, et également, comme professeur, probablement que vous l'avez vécu, c'est que lorsqu'on parle d'un paquet de caméras fermées, on a l'impression d'être seul au monde. C'est-à-dire que où se retrouve l'aspect le peu de motivation ou d'énergie qu'un prof peut aller chercher ou de valorisation si il a l'impression que personne ne le regarde et personne ne l'écoute. C'est sûr que d'avoir 35 étudiants, puis ils ont tout le micro ouvert, un tous, l'autre à côté, c'est l'enfant qui pleure ou c'est le chien qui jappe. Ça, on comprend que les micros n'ont pas voulu être ouverts, mais il me semble, il peut toujours y avoir des exceptions. On ne peut pas généraliser. J'ai vu des cas où est-ce que ce n'est pas souhaitable que la caméra soit ouverte pour maintes raisons. Les gens ne veulent pas afficher ce qu'ils ont chez eux ou ils n'ont pas nécessairement un endroit particulier
pour s'isoler, ça, on peut comprendre. Mais que la majorité de la classe puisse être en interaction visuelle, à tout le moins, et demander le droit de parole, puis échanger, je pense que c'est un minimum. Donc, cet outil-là, une étiquette pour être capable de donner ses règles. Avant la rencontre, comment tu te prépares? Pendant la rencontre, comment les paroles, comment tu rentres en communication? Euh, Comment tu dois te préparer, etc. Donc, dans quelles conditions tu dois te placer? C'est ce qu'on appelle l'étiquette. On fait ça, j'ai vu ça dans les écoles primaires, quand des enfants sont à la maison, puis qu'on leur a donné ce petit document-là pour que les parents les mettent dans des conditions favorables à des échanges en direct. Donc, très bonne suggestion, Madame Letourneau. OK. Synchrone, je ne fais pas d'exposé magistral, je propose des apprentissages par projet en collaboration. Effectivement, quand on parlait de nouvelles pratiques, de faire en sorte qu'on n'ait pas juste une présentation pendant X temps, mais de faire en sorte qu'il y ait une activité. Que là, on est en support à une activité. C'est un peu comme je vous disais au tout début de ce que j'ai pu produire. Moi, c'est une feuille de route où ils ont 15 tâches à réaliser. Et là, c'est sûr, les questions vont apparaître parce qu'ils ont un livrable à cette tâche-là. Donc, et là, on part un peu la machine, si on peut dire, mais à partir de ce qu'ils ont à faire, plutôt qu'à partir d'une nécessité d'écouter l'enseignant dire un contenu. Le contenu est au service d'une chose à faire. Donc, intéressant comme stratégie. Maxime Mercier, avec l'avènement de tous les Netflix, Vidéotron et autres qui permettent de consulter ce que nous voulons quand nous voulons, je crois que le mode asynchrone répond beaucoup mieux aux habitudes et aux besoins actuels des étudiants. Effectivement, vous avez raison, mais comme j'expliquais tout à l'heure, on n'est pas tous en mesure. Ce qui dit asynchrone dit production de capsules vidéo et de matériel en grande quantité. Et ça, il faut se donner le temps de produire, ces éléments-là, mais je suis d'accord avec vous que le temps réel est beaucoup plus dans l'accompagnement, le support, le renforcement que pour la transmission d'informations. Et dans le cas présent, je pense qu'on a une étape à vivre où est-ce qu'il faut pouvoir consulter ou produire ce matériel-là et d'en s'en aller vers l'asynchrone. Et ça, vous avez entièrement raison que c'est pour cette partie-là que l'asynchrone est nécessairement plus pertinent où les gens vont aller chercher au besoin. Mais là, nous, on a à travailler sur le besoin. Pourquoi aurait-il besoin d'aller chercher cette information-là? Donc, quand on parle de repenser les pratiques, vous en avez un exemple patent à ce niveau-là. Bon, mes élèves doivent être habillés avec leur uniforme et doivent être seuls dans la pièce. Bon, vous voyez, ça, c'est des éléments d'une étiquette. C'est-à-dire que de faire en sorte que vous créez les conditions. Quand on disait, là, maintenant, il faut être plus explicite, encadré pour être capable que l'étudiant puisse euh, faire preuve d'autonomie ou de piloter lui-même la situation d'apprentissage, ben, encore faut-il lui donner un cadre à cet égard-là. Stéphane Burka qui nous dit même règle, tout comme si les élèves seraient en classe. Effectivement, c'est bon de revenir à des pratiques qui étaient là précédemment. C'est plus facile à continuer par la suite, de leur donner ce cadre-là. Luc Lamarche, en asynchrone, je produis de courtes capsules et vidéos pour une marche à suivre pour leur dicter ce qu'ils ont. Donc, effectivement, ça peut être sous forme d'écrit, ça peut être sous forme de vidéo. Donc, c'est les deux éléments que l'on doit produire pour, ou encore Luc Lamarche aussi, qui nous indique qu'ils ont à faire. Donc, euh, on peut le mettre sous forme de vidéo. J'ai fait cette expérimentation-là aussi. C'est plus rapide à produire pour le professeur de faire une capsule vidéo sur ce que je vous demande et de la façon de le faire. C'est un bon outil dans ce contexte-là. Donc, il ne faut pas juste se servir pour communiquer avec l'étudiant, mais également pour s'en servir au niveau des outils numériques pour être capable de produire nos propres outils de planification et d'organisation. Bon, on amène la classe à la maison, non pas la maison dans la classe. Vous voyez que c'est très bien dit. Ça, c'est une très bonne expression, effectivement. Il faut que, et même à la maison, il faut que les gens se rendent compte, même ceux qui font du télétravail et autres, ils font plus ça sur les tables de cuisine, en tout cas, c'est pas souhaitable, de se faire un petit coin qui est affecté à cet élément-là. Sinon, on ne sait plus quand le travail arrête et quand le travail continue. Et là, ça a été un des syndromes un peu qu'on a constaté en début de pandémie. On avait l'impression de travailler 24 heures par jour. En tout cas, c'est l'impression qu'on avait, nous, au milieu universitaire. Ou est-ce que là, on recevait des courriels en tout temps, on recevait des demandes en tout temps. Pendant quand on travaillait, ben, on avait ça de telle heure à telle heure. Donc, il faut être capable de encadrer le travail quand je suis assis à cet endroit-là.
je suis en situation d'apprentissage. Quand je suis ailleurs dans ma maison, là, c'est ma vie familiale qui vient jouer un rôle là-dedans. Donc, de créer les conditions, c'est un élément qui est très important à considérer. Donc, j'amènerai une autre question qui est le volet plus actif. Hein. C'est-à-dire que comment avez-vous fait ou feriez-vous pour rendre vos étudiants plus actifs? On parlait de la classe inversée, on parlait de leur donner des choses à faire à cet égard-là. Donc, ça suscite la présence, les activités, la pratique, les démonstrations, les exercices, les devoirs. Donc, comment vous envisagez ou vous avez fait pour rendre vos étudiants plus actifs? Donc, on en est là dans le questionnement que je vous propose. Comment on s'y prend pour faire en sorte que nos étudiants soient plus actifs tout au long de la formation qu'on veut leur proposer? Donc, j'attends un peu vos commentaires, comment vous y prenez dans le domaine de la fabrication pour rendre vos étudiants plus actifs. Voilà. Donc, je n'ai pas de suggestion à cette thématique-là. Donc, ici, on propose avec Moodle, avec H5P, des petites leçons et questionnaires. Donc voilà, les questionnaires un peu, on parlait de Microsoft Form, il y a différents, M. Charland parlait de Socrative ce matin, il y en a sur Google également, Google Classroom, il y a différents outils par rapport à ça. Et également, c'est ce qui est intéressant là-dedans, petites leçons, petits questionnaires. Donc, vaut mieux le faire plus souvent que d'avoir des moments trop importants ou d'avoir des laps de temps trop longs. Donc, il vaut mieux alimenter constamment. Quand je parlais de créer des routines, euh, comme avec mes étudiants, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, dans les 15 séances qu'ils ont à vivre, ils vont à l'heure du début de la séance, c'est eux-mêmes qui vont consulter les capsules. Ils savent qu'à telle heure, ils ont l'obligation de remplir un sondage pour que je puisse avoir le niveau de compréhension qu'ils ont dans la matière qui est proposée. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que cette routine-là qu'on installe crée une implication plus grande, une participation plus grande des apprenants, et à tout le moins, ça nous donne des indices. Comme moi, présentement, avec mes étudiants, quand je voyais le sondage, ce n'était pas une obligation qu'ils avaient de le remplir, mais quand je voyais que sur 50 étudiants, j'en avais 14 qui l'avaient rempli, alors je faisais un petit rappel, et donc je m'apercevais, bon, là, ça montait, etc. Donc, il y avait comme une interaction, mais en même temps, une interprétation. Vous comprendrez bien qu'à 55 dans une classe virtuelle, on ne peut pas permettre à tout le monde de poser des questions en tout temps. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour les rendre actifs. Donc, il y a OK, Denis Gariepi qui nous parle de faire un Google Slide collaboratif. Effectivement, tout le volet collaboratif, hein, on peut faire maintenant, quand vous ayez la suite Office, par exemple, vous avez Excel, vous avez Word, on peut faire des tableaux collaboratifs. Si vous utilisez OneNote, entre autres choses, vous pouvez facilement faire des documents collaboratifs à ce niveau-là. Avec Teams, vous pouvez ça faire facilement aussi dans le volet des fichiers et de créer des groupes de travail, entre autres choses. Vous pouvez très bien utiliser ce genre de travail où ce qui est intéressant, c'est de voir l'ensemble des personnes qui, en même temps, alimente le matériel qu'on est en train de produire. Donc, tout ce volet-là de travail collaboratif est à développer. Monsieur Burke qui parle, donc, leur poser des questions régulièrement, tout comme vous faites en train de faire avec nous. Effectivement, ce qui est un peu plate dans ce qu'on fait, c'est que je ne vous entends pas, je suis obligé de m'auto-motiver et de m'auto-réguler. Donc, mais ce qui me stimule, c'est vos échanges en temps réel. Vous voyez que l'élément temps réel est intéressant et important dans les échanges que l'on a. Donc, je sens qu'il y a du monde au bout de la ligne, c'est intéressant. Donc, on a posé des questions. Rémi Labrie qui nous parle, j'y pense tout à coup. Ne serait-ce pas une bonne pas une forme de classe inversée que vous faites avec nous? Si c'est bien ça, je trouve votre façon très intéressante. Ça peut être une façon. Moi, quand je travaille avec mes étudiants, quand on travaille sur le forum, c'est là, les gens sont en train de faire un travail, ils se posent des questions, ils posent la question, un collègue répond, je viens rajouter des éléments à l'intérieur de ça. Donc, ma responsabilité comme professeur, c'est de créer cette dynamique-là. Donc, je dis souvent à mes étudiants, la responsabilité d'un prof, c'est de créer de la vie dans sa classe.
mais qu'elle soit présentielle ou qu'elle soit à distance. Qu'est-ce que je fais pour qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait de l'action d'une certaine façon? Et cette action-là ne peut plus reposer que sur moi-même. Donc, on continue. Oui, ce que l'on fait là présentement, c'est une forme de classe inversée, mais comme vous vous dites tout à l'heure, la classe inversée, c'est la classe dans le bon sens. C'est que l'enseignant est là, non pas pour transmettre, il est là pour susciter le questionnement, faire en sorte que les apprenants apprennent et qu'ils soient là pour corriger, ajouter, confirmer, infirmer. Donc, il est là pour mettre les gens en action et les accompagner. Donc, il est une présence rassurante pour faire en sorte que l'apprenant puisse prendre le risque de s'aventurer dans des territoires qu'il ne connaît pas. Et là, l'enseignant est là à côté de lui pour dire inquiète-toi pas, tu n'es pas en danger, je suis là pour te soutenir, mais moi, je ne peux pas apprendre à ta place. Hein, ça, c'est tous les spécialistes le disent. Un enseignant, ça ne peut pas faire apprendre. Ça ne peut que créer les conditions pour que l'apprenant apprenne, parce que l'apprentissage appartient à l'apprenant. Il n'appartient pas à l'enseignant. L'enseignant, lui, ce qu'il fait, c'est de créer les conditions pour que ça puisse se faire. Donc, Diane Marchand qui parle à chaque leçon de 3 heures, je leur mets un quiz Moodle pour qu'ils pratiquent, puis un test Moodle que je compile, où je compile les notes. C'est une autre façon de faire, où est-ce qu'il y a une interaction, questionnaire, quiz, etc., qui crée cette interaction-là. Luc Lamarche nous revient, je donne des devoirs à faire à la maison pour minimiser le temps d'explication au retour à l'atelier. Les élèves ne sont pas contents, mais il n'est pas interdit de donner des devoirs en FP. Effectivement, il faut sortir du modèle où nos pauvres étudiants en formation professionnelle n'aiment pas ça lire et n'aiment pas ça écrire. Je m'excuse. Ce que les gens n'aiment pas, c'est de lire des choses qu'ils ne comprennent pas et qui ne savent pas à quoi ça sert. Là, notre rôle, nous, on est dans les métiers, c'est faire écrire, ce n'est pas juste un geste scolaire, c'est que c'est une construction mentale. C'est que quelqu'un, on peut parler sans réfléchir, mais on ne peut pas écrire sans réfléchir. Donc, le fait d'utiliser le vocabulaire professionnel, hein, écrire des pratiques de travail, je le fais avec mes étudiants, quand je leur demande, quand vous demandez à vos élèves de faire une pratique, avant de la faire, il faudrait qu'ils soient en mesure de l'écrire, cette pratique-là. Hein, dans les entreprises, les organisations, on a des cahiers de procédures. Ben, il n'y a rien qui se fait, puis il n'y a pas de métier qui existe sans cette séquence de procédures-là. Donc, on n'est pas en train d'écrire une dictée, on est en train d'écrire comment faire à cet égard-là. Donc, c'est quoi l'étape numéro 1? C'est quoi l'étape numéro 2? Quand vous faites une démonstration comme professeur, qu'est-ce que vous faites? Vous démontrez une façon de faire le travail, donc une séquence d'opérations qui arrive à un résultat. Donc, l'écriture n'est pas interdite en formation professionnelle. La seule chose qu'on questionne quand on fait écrire des personnes sur des textes, ils ne sont pas pertinents à leur fonction de travail. Mais il faut revenir à cet élément-là, parce que le fait de ne pas lire et de ne pas écrire convenablement, on ne parle pas de ne pas faire de faute, mais d'être capable d'utiliser un vocabulaire professionnel. Quand je vois dans des entreprises, c'est un des problèmes majeurs. Les gens se parlent et ne se comprennent pas. Imaginez au niveau du contrôle de la qualité, comment peut-on faire en sorte de faire participer les gens dans la communauté d'une entreprise si les mots qu'on utilise ne sont pas compris par ceux qui travaillent dans ce milieu-là à toute fin pratique. Et ça, un vocabulaire, un langage professionnel, ça s'acquiert en s'en servant, pas juste verbalement, mais par écrit également. Donc, je continue. Fabrication de portfolio. Effectivement. Et je vous dirais là-dedans que c'est la plus belle chose qui peut nous arriver, les portfolios, parce que ça, c'est la vraie façon d'évaluer la compétence de quelqu'un. On est pris avec souvent les évaluations conventionnelles de connaissances ou de pratiques, mais malheureusement, ces deux éléments-là n'évaluent pas la compétence. Et par contre, une compétence, ça s'évalue à partir de portfolio, d'un ensemble de réalisations qui ont été faites et de la compréhension de cette réalisation-là. Ces deux volets, avant, on formait les gens pour qu'ils fassent des choses. Là, maintenant, on les forme pour qu'ils comprennent ce qu'ils font. Donc, à ce moment-là, le portfolio est un élément nettement important et qui est un instrument super intéressant, non seulement de produire un livrable, mais être capable de l'expliquer qu'est-ce qui m'a amené à être capable de le produire, ce livrable-là. Donc, très bonne suggestion de Lucie à cet égard-là, fabrication d'un portfolio de leur compétence, de compréhension sur la compétence et déposer leur création. Extraordinaire. Maxime Mercier, ajouter des éléments de surprise ou capsules humoristiques pour créer l'envie de poursuivre la formation. Effectivement, c'est subtil et en même temps très performant. Moi, j'appelle ça des quêtes. C'est-à-dire que moi, ce que j'amenais à mes étudiants dans mes cours, c'est quelle est l'aventure qu'il va y avoir aujourd'hui? Parce que dites-vous une chose, il n'y a pas un étudiant
il devrait se retrouver en classe sans avoir l'impression, quand il va sortir de cette classe-là, qu'il n'a pas appris quelque chose. Et cette chose-là qu'il a appris, c'est la quête. Quelle est l'aventure qui va t'amener à apprendre une chose que tu ne savais pas en arrivant, mais que tu vas savoir en sortant. Donc, c'est ce que j'appelle une quête, hein, une construction, une recherche que l'individu va faire. Donc, très intéressant d'ajouter ce genre de petite épice-là, si on peut dire, dans, dans ce que vous concoctez auprès de vos étudiants dans les stratégies. Stéphane Burke, je leur ai fait participer à des défis en leur soumettant des devoirs sur formulaire forme à faire chez eux, en dehors du cours. Hein, oui, on a toujours eu ce problème-là, parfois en formation professionnelle, de faire étudier les étudiants chez eux pour quand il arrive qu'une partie soit acquise et qu'on puisse continuer. Donc, vous voyez, quand je vous parlais aussi, je répète encore que il y a des choses on va avoir mis en place tout au long de la situation de la pandémie avec l'utilisation du numérique et qu'on se devra de continuer par après parce que ce sont de bonnes idées que l'on devra continuer à utiliser. Donc, si, OK. Donc, Diane Marchand, il dépose en vidéo sur Moodle à chaque semaine. Il se filme en train de faire les 3 étapes de la dégustation du vin en uniforme. Ah, ça, c'est extraordinaire aussi. On le voit de plus en plus hein, dans des organisations, dans des entreprises. Aujourd'hui, où le téléphone cellulaire est un outil commun, c'est qu'avant, ou plutôt que de faire rencontrer les gens d'expérience avec un spécialiste de l'explicitation des pratiques, on leur demande simplement, quand tu fais quelque chose, filme-le. Ils déposent ton film dans la banque médiathèque que l'on va produire dans l'organisation. Et après ça, là, on a une réalisation réelle à cet égard-là. Donc, ce que vous proposez là est très intéressant de demander aux étudiants de se filmer dans ce qu'ils font. Donc, c'est même peut-être le début d'une façon de faire de la pratique à distance. Donc, je trouve ça très intéressant comme idée qui est à creuser quand c'est possible. On s'entend qu'il y a des métiers de fabrication qui sont un peu embêtants de faire ça à distance. Mais il n'en demeure pas moins qu'en mécanique, hein, beaucoup d'étudiants ont leurs propres automobiles. Il y a des choses qu'ils peuvent faire sur leur propre véhicule éventuellement chez eux. Puis s'ils hésitent à le faire, ils ont déjà une bonne indication qu'ils ne se sentent pas certains dans la compréhension du contenu que vous leur proposez. Donc, hein, c'est des astuces comme ça que l'on peut développer. Donc, il faut quand même limiter la dégustation de vin. Parfois, à la maison, peut-être que ça peut créer certaines problématiques. Donc, Robin Vachon, donc déjà difficile de les intéresser en présence, en présentiel, mais on se doit d'essayer de créer une collaboration de tous les instants en virtuel avec ceux-ci, et on doit s'assurer que les élèves soient accrochés par de petits exercices interactifs, leur donnant une certaine vision du travail à faire par la suite en atelier. Imaginez-vous si on réussit à les intéresser à distance. On va-tu avoir de la facilité à les intéresser en présence par après? Donc, vous voyez, c'est le défi qui se dresse devant nous, nous amène à trouver des solutions drôlement intéressantes. Parfois, on ne se la posait pas trop la question en présence parce que l'étudiant était obligé d'être présent sous peine de conséquences éventuellement. Tandis que là, on est un peu pris de court en fin de compte, que l'étudiant a l'outil pour, en bon français, nous flusher pendant qu'on fait la formation. Si ça ne l'intéresse pas, il ferme son écran et il va faire sa vaisselle pendant que nous, on s'égosille à essayer de donner un contenu quelconque. Donc, cette idée de diversité, de segmentation du contenu sont des éléments très intéressants qu'on va conserver par après. Donc, vous ne travaillez pas pour rien par rapport à ça. Je vais vous amener à une autre question. Donc, motiver vos étudiants. Hein, c'est l'autre élément. On veut qu'ils soient actifs. Donc, c'est une chose, actif. Mais pour être actif, ça me prend de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, le goût d'investir cette énergie-là. Hein, et on n'a pas 56 000 prises, il y en a deux. C'est le besoin ou le désir. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de l'apprendre ou est-ce que j'ai le désir de l'apprendre? Donc, comment l'étudiant peut se motiver? Comment faites-vous pour le motiver? Donc, qui chercher, c'est sûr que la motivation, est, souvent, j'ai entendu beaucoup de professeurs me dire que c'était difficile. On a des étudiants qui n'étaient pas motivés en présence, imaginez à distance. Parce que sans la motivation, il n'y a pas d'effort. Donc, s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, hein, comment on crée le besoin, comment on crée l'intérêt, le désir, l'engagement, la participation, la présence, le soutien. Donc, hein, ce mystérieux élément-là nécessaire à susciter chez l'étudiant la motivation, mais qui est rendu l'élément clé
de la situation quand ils sont à distance. S'ils ne sont pas motivés, pourquoi ils viendraient devant l'écran écouter quelqu'un? Pourquoi ils feraient le devoir que l'on lui demande de faire? Donc, la motivation, ce n'est pas toujours de dire aimes-tu ça ou aimes pas ça? Il y a aussi le fait du besoin que l'on peut créer. Donc, comment abordez-vous ça, le volet de la motivation de vos étudiants? Jusqu'à maintenant, on a été beaucoup dans le cadre de l'organisation, la planification, mais là, on est dans la partie, comment vous faites pour qu'ils achètent ce que vous leur proposez et qu'ils veulent aller de l'avant par rapport à ça. Ils sont seuls chez eux, là, à cet égard-là. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous avez pu réfléchir par rapport. Il nous reste encore une quinzaine de minutes ensemble pour finaliser notre atelier. Jusqu'à maintenant, je trouve ça très riche, ce que l'on a sorti là. Vous voyez que l'idée de mettre en place une communauté de pratique, quand on aura fini tout à l'heure, je pense que j'ai quelqu'un qui s'occupe de recueillir tout ce que vous avez ressorti. On a déjà ensemble, en l'espace d'une heure et demie, ensemble, identifié une multitude, on peut de pistes intéressantes qu'on peut diffuser à vos collègues, à vos confrères, dans vos secteurs d'activité qui vous sont propres. Ça, je pense que c'est une belle porte de sortie, d'être capable de s'entraider par rapport à ça, parce qu'on est partie prenante et on fait tous des efforts pour aller de l'avant avec ce que l'on a. On a tous des défis intéressants, mais l'air qu'on peut aller chercher, en tout cas pour nous soulager, c'est un peu ce que nos collègues font un peu plus loin, à des kilomètres ou à des centaines de kilomètres, dans le même secteur d'activité, et qui peut me donner des idées, m'allumer, un peu comme certains disaient tout à l'heure, oh, je viens d'allumer sur tel élément. C'est ça l'idée d'une communauté de pratique. C'est pas de se trouver un catalogue de choses toutes prédéterminées. On est dans un univers présentement d'invention, de penser autrement. On n'est pas dans la reconstruction, mais on est à changer notre angle et parce qu'on a un changement de paradigme. Et c'est pour ça que la communauté de pratique peut être un élément très motivant et stimulant et très aidant pour tout le monde. Donc, Maxime Mercier qui parle de leur donner l'impression qu'ils choisissent et décident du déroulement ou du choix des travaux et des projets. Ça, c'est très intéressant. Parce que sans nécessairement, il ne faut pas tomber dans l'autre excès où c'est eux qui choisissent de tout faire. Faut pas ça, je suis persuadé que ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais d'être capable de leur offrir des choix. Hein, et ça va dans le sens des styles d'apprentissage. J'ai exploité ce volet-là avec mes étudiants parce que c'est pas vrai que tous ceux qui sont en formation professionnelle ont le même style d'apprentissage. Hein, il y en a qui les intéressent, ils veulent comprendre comment faire quelque chose. D'autres qui les intéressent, c'est donne-moi un problème, moi le résoudre. D'autres à côté, c'est donne-moi une tâche. Puis d'autres à côté, ils veulent faire de l'expérimentation. Donc, on a différents styles d'apprentissage qui peuvent permettre à la longue d'avoir des bandes de travaux qui atteignent le même objectif et que les étudiants pourraient choisir. Donc, à ce moment-là, on suscite l'engagement et on suscite la motivation parce qu'ils ont fait un choix. C'est sûr que présentement, on n'a pas 12 versions d'une même tâche à faire avec la variété qu'on veut y installer, mais je pense que ça, c'est une belle piste et que l'on peut exploiter en collaboration entre collègues dans une communauté de pratique. Donc, Stéphane Leduc nous indique qu'il y a plusieurs groupes Facebook très intéressants. Les enseignants et enseignantes du Québec en formation professionnelle. Très intéressant cet élément-là. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est ça qui est le message. On ne s'en sortira pas seul dans son coin. Le défi est trop grand. Donc, il faut trouver les moyens. Il faut être aussi brillant que nos étudiants. Ils utilisent les médias sociaux, ces choses-là. Il faut les exploiter également dans le but de s'améliorer, puis dans le but de ne pas se retrouver seul et de tout faire, réinventer la roue à cet égard-là. Ça serait triste de s'apercevoir d'avoir travaillé très fort sur un élément que j'aurais pu avoir de façon beaucoup plus facile autrement. Très bonne suggestion de Stéphanie Leduc, entre autres choses. Donc, de créer ces communautés-là sous différentes formes. Donc, Stéphanie Leduc aussi, l'éthique en éducation aussi. Donc, quand il y a des récits FP qui peuvent être utilisés aussi pour échanger là-dessus. Donc, les informer de la suite, de ce qui arrive ensuite. Voilà, ça, c'est une belle idée d'arriver et de dire, voilà où on s'en va. De façon que l'apprenant puisse comprendre. C'est sûr, quand un apprenant regarde votre plan de cours, ça ne lui dit pas grand-chose. Mais comment peut-on transformer notre plan de cours en feuille de route que je peux remettre à un étudiant, un menu, moi j'appelle ça des menus, à mes étudiants à chaque séance, il y avait un menu de la séance qui pouvait utiliser en disant, voici le repas ou le repas intellectuel que vous avez ce soir à votre disposition. Donc, de les informer de où on va et comment on va y aller et en plus d'y arriver. Et c'est là que ça nous amène à le volet de la planification et de l'organisation. Parce que là, c'est sûr que si on dit aux gens, voici où est-ce qu'on va aller et on ne s'y rend pas, là, on a comme un problème.
Donc, ça vient remettre de l'argumentaire sur ce que je vous disais ce matin, de faire en sorte que la planification et l'organisation est beaucoup plus exigeante à distance qu'elle l'était simplement en présence où on pouvait improviser. Bon, il faut le garder actif avec des activités qui sont en lien avec le métier à apprendre. Planifier une rencontre avec un entrepreneur sur un chantier en live. Bon, extraordinaire comme idée, ça également. D'aller chercher des témoignages, d'amener ça. Donc, là, d'aller chercher de la variété de crédibilité, si on peut dire. Donc, tout ne repose pas que sur vos épaules. Quand on est en classe et qu'on ferme la porte, on est seul avec, dans notre univers, avec notre groupe d'étudiants. Il faut faire avec. Là, on s'ouvre sur le monde, donc allons chercher d'autres mondes. Je trouve l'idée très intéressante qui est proposée ici. Faire des caoutes, ils adorent ça. Là, vous m'avez, là. Que, probablement que vous savez de quoi vous parlez. Là, il va falloir que j'aille vérifier tout ce que ça veut dire, là, ce volet-là. Donc, bonne suggestion, j'imagine, par rapport à ça. Donc, Serge Girard, qui me parle de donner beaucoup d'exercices à réaliser, leur donner rapidement un feedback sur leur performance, leur permettre de suivre leur évolution sous forme graphique, montrant le chemin qu'ils réalisent vers l'objectif à atteindre. Voici une autre merveilleuse idée. D'avoir un cheminement critique, de dire voici le chemin que tu dois parcourir, voici les jalons de ce chemin-là, voici comment tu avances dedans. Donc, si on est en mesure de faire ce genre de choses-là, c'est extraordinaire. Parce que là, vos apprenants peuvent vraiment piloter leur situation d'apprentissage pendant que vous pilotez la situation d'enseignement. Donc, plus on avance, plus ça devient intéressant. Donc, je leur ai demandé leur avis à tous avant. Ils ont tous dit oui. Donc, ça, c'est Diane Marchand qui nous dit ça. Donc, j'ai mis des pots transparents pour chaque élève et à chaque test. Je mets des bouchons de vin dedans, dépendamment de leur note sur 10. 6 bouchons. Ils voient donc les pots de tous et voient leur ascension. Difficile à expliquer, désolé. C'est intéressant. Donc, vous avez un outil visuel significatif qui crée ce désir d'aller plus loin. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc, j'ai déjà vu pire si vous avez un doute là-dessus. J'ai déjà vu, moi, dans le domaine de la dentisterie, des gens qui donnaient des chocolats pour les réussites. Donc, c'est dur à rallier ensemble, mais en tout cas, on n'est pas à la première incohérence. Donc, partageons nos créations, soyons solidaires et nous nous élèverons ensemble. Ah, merveilleux, c'est-à-dire qu'il reste encore 8 minutes, mais ça aurait été une très belle conclusion à utiliser. Kahoot, oui, ils adorent ça. Bon, parfait, j'irai voir, puis peut-être ça intéressera mes étudiants aussi. Ici, Ford, on leur a réalisé l'évolution de leur apprentissage avec la réalité du marché du travail. Très intéressant également. Hélène Leboeuf, proposer des temps d'auto-évaluation, plus échange avec eux. Ça, l'auto-évaluation, je peux vous dire, c'est la clé du développement de la compétence. Et ça vous enlève du travail aussi. C'est quand vous faites l'évaluation, l'étudiant demande toujours pourquoi je n'ai pas réussi. Tandis que quand l'auto-évaluation précède l'évaluation, ben là, c'est l'étudiant qui développe son jugement critique sur ce qu'il réalise plutôt que de demander la permission à quelqu'un d'autre si ce qu'il a fait est correct. Donc, cette idée d'auto-évaluation-là, elle est à développer de façon très importante. Donc, voilà pour cette partie-là. Il me restait encore, je vais vous amener une autre question. Je vais sauter ça, développer l'autonomie. Vous avez déjà indiqué des éléments là-dedans. Développer le sentiment de compétence de vos étudiants. Donc, on avait quelques suggestions là-dedans. L'encadrement, le suivi. Hein, on vient de finir avec l'auto-évaluation. Donc, ce n'est pas désincarné du cheminement des questionnements que j'avais à vous proposer. Les interactions. Hein. Comment on peut faire en sorte d'améliorer le sentiment de compétence de l'apprenant? Vous avez donné des pistes très intéressantes avec un cheminement, avec donc comment il va percevoir. Donc, c'est sûr qu'il est toujours à la recherche de l'évaluation de l'enseignant, mais développer un sentiment de compétence, c'est d'être capable de s'auto-évaluer, d'être capable de juger de ce que je suis en train de faire. Et être compétent, c'est ça. C'est pas simplement de faire ce qu'on me dit de faire, c'est d'être en mesure d'être conscient. Il y a un élément de conscience dans la compétence qui est important à développer. Comment voyez-vous ça? Comment on peut développer ce sentiment-là? Parce que, vous voyez, un sentiment, ce n'est pas une connaissance, c'est un sens. C'est-à-dire que comment je peux avoir une conviction interne que ce que est correct? Parce que la compétence, ce n'est pas juste une évaluation interne, c'est une évaluation externe également. Hein, comment voyez-vous ça? Ça sera la dernière question
de ma séquence. Comment voyez-vous ça, ce développement de sentiment de compétence chez vos étudiants? On est plus loin que l'acquisition de connaissances, là. Comment voyez-vous ça? Donc, je suis en attente un peu de. Je suis rendu au bout de mes commentaires. Je ne sais pas si vous êtes épuisé, moi, ça s'en vient. Donc, je vous laisse continuer à me faire une suggestion. Comment on propose à nos étudiants ce sentiment-là? Comment on organise la formation pour qu'il y ait ce sentiment-là? Ah, tiens, quelqu'un se lance. Mieux vaut plusieurs petites réussites qu'une seule évaluation finale. Effectivement, ce genre de cheminement. Hein, là, c'est à distance. Il faut prendre ça à petite bouchée parce que quand c'est trop gros, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a manqué. Donc, ce volet-là du cheminement critique, pas à pas, est très intéressant, monsieur Mercier. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir parce que c'est un peu comme avec nos enfants. Hein, c'est que c'est pas en leur disant au mois de février que s'ils sont pas sages au mois de mars, ils n'auront pas de cadeau à Noël. C'est trop loin à cet égard-là. Même avec nos étudiants, de leur dire si tu ne fais pas tes devoirs aujourd'hui, tu vas échouer ton cours à la fin. C'est vaut mieux y aller petit pas à petit pas et toute progression, il se voit progresser et on est capable le plus tôt possible de voir à quel endroit il y a des écueils. Hein, on n'a pas traité des difficultés d'apprentissage, ceux qui ont des problèmes d'apprentissage, ceux qui ont des troubles d'apprentissage, ça ferait l'objet presque d'un colloque en soi, juste à ce volet-là. Mais effectivement, ce petit pas-là est très intéressant pour prendre conscience. Je fais ma vaisselle, OK, donc ça veut dire que, OK, donc il veut passer à autre chose. Denis Gariepi a demandé aux étudiants d'expliquer un exercice aux autres étudiants. Ça, là aussi, c'est une excellente idée. L'apprentissage par les pairs. Hein. Vous faites des vidéos, pourquoi pas demander à vos étudiants de se filmer et de donner une explication qu'on présente aux autres étudiants? Imaginez le challenge que ça va donner à vos étudiants de prendre en main leurs propres apprentissages. Très bonne idée à retenir et à développer. Et je vais même m'en servir à l'université de cette idée-là. Si vous n'avez pas mis si vous ne l'avez pas enregistré. Nous auto-évaluer nous-mêmes aussi. Donc, prendre le temps de prendre du recul et de réfléchir. Donc, récochant plusieurs évaluations dans un cheminement d'aide au suivi. Exactement, effectivement. Lorsqu'on utilise des méthodes d'apprentissage non conventionnelles qui sont plus difficiles pour eux, il faut leur faire prendre conscience qu'ils ont appris sans étudier par cœur des notions et qu'ils sont capables d'expliciter aux autres les apprentissages. Ça, c'est la plus belle acquisition. Quand je peux expliquer à quelqu'un d'autre, hein, vous le savez comme enseignant, la meilleure façon d'apprendre, c'est de l'enseigner ce qu'on veut faire apprendre. C'est que vous le voyez, les apprentissages que vous faites constamment. Ben, peut-être que pour les étudiants, c'est une belle façon d'apprendre aussi, c'est d'expliquer aux pairs à cet égard-là. Donc, très intéressant. Luc Lamarche, en équipe, je donne des rôles aux élèves, comme contremaître, chef de groupe. Hein, ça suscite l'engagement également. De dicter aux autres quoi faire est très valorisant, effectivement. Catherine Boisvert, montrer que l'erreur est le meilleur moyen d'apprendre. Je dirais, je mettrais un bémol là-dessus. Tu as montré que l'erreur est un bon moyen d'apprendre, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur en soi. Il y a d'autres également, mais je suis d'accord avec vous qu'on ne doit pas laisser filer une erreur. C'est que d'ailleurs, d'une erreur, c'est là que l'apprentissage, en autant qu'on en soit conscient et qu'on l'analyse. Et c'est ça le rôle de l'école, c'est de permettre qu'il arrive des erreurs, non pas pour faire de l'essai-erreur, mais pour apprendre sur l'erreur. C'est plus facile d'apprendre à partir d'une erreur que d'une réussite, parce qu'on voit l'ensemble des éléments à toute fin pratique là-dessus. Donc, je pense que c'est il ne faut pas la laisser échapper, cette partie erreur-là, mais il faut en faire un élément positif pour que quand un individu fait des erreurs, fasse pas en sorte de la refaire et de tirer profit de cette erreur-là comme telle. Donc voilà, nous sommes rendus à 15 heures, à 15h14. Notre atelier se termine à 15h15. Je tiens à vous remercier de votre collaboration malgré la, la, la problématique que l'on ne pouvait pas échanger verbalement, mais vous avez très bien collaboré avec l'ensemble des idées que vous avez apportées. Ça a été très enrichissant à mon égard et je vous espérer que ça l'a été à votre égard aussi. Donc, je vous invite tout à l'heure à participer à la phase finale de cette journée et on se quitte maintenant, mais on va se revoir rapidement éventuellement parce que ce que vous avez souligné là, elle est une assise et un fondement, une communauté de pratique qui se doit de continuer. Je pense que le CPIQ, avec
Mme Trudel et l'intérêt qu'on a de vouloir aider les gens en formation professionnelle va faire en sorte que vous venez de mettre les bases de quelque chose qui va être nettement plus grand dans le futur. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt. Merci, Monsieur Boudreau. Donc, pour ceux qui désirent voir le mot de la fin, je vous invite à vous reconnecter sur le même lien de ce matin, donc de la rencontre qui avait lieu à 9 heures, le mot du début, et on pourra se laisser avec le mot de la fin. Donc, merci beaucoup de votre participation à tous.